Je poserai aussi des questions en ce sens au frère Thierry, qui sera là et qui est déjà là avec nous pour cette première partie. Bonsoir frère. Bonsoir cher ami. J'ai aussi le plaisir de recevoir dans ce studio Olivier Piacentini. Bonsoir Thibault, bonsoir à tous. Essayiste, qui commence à mon avis à être bien connu des auditeurs, en tout cas des auditeurs réguliers de Radio Courtoisie. Et nous avons aussi, si tout va bien par téléphone, Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous aussi essayiste, mais c'est plus large. Vous êtes un écrivain qui avait touché à différents domaines et vous êtes un écrivain voyageur. Oui, tout à fait. Oui. Vous venez de signer un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions des Cimes, un livre intitulé Chypre, l'épine turque dans le talon européen. Effectivement. Un beau livre de 250 pages avec un cahier photo prise par vous-même pour la plupart, puisque vous êtes allé là-bas, sur Chypre. C'est une enquête de terrain, si je puis dire, mais vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Livre qui vient tout juste de sortir, donc il est tout chaud. Voilà, dans cette première partie, donc, je voudrais que nous parlions d'abord de Chypre, et puis ensuite du rôle de la Turquie, puisque nous allons voir que les deux sont liés, et du rôle de la Turquie plus généralement dans le monde méditerranéen. Apparemment, elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Voilà, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent intervenir et poser leurs questions par téléphone auprès du secrétariat de la radio ou par le site internet de la radio, voilà, radiocourtoisie.fr. Alors, Jean-Claude Rollinat, je vais me tourner dans un premier temps vers vous pour évoquer l'île de Chypre, à qui vous venez justement donc de consacrer cet ouvrage, Chypre, l'épine turque dans le talon européen. Alors, pouvez-vous nous dire déjà dans un premier temps en quelques mots l'histoire de ce livre, d'où est venue l'idée? Écoutez, c'est comme tous les livres que j'ai écrits concernant un certain nombre de pays, je n'aime pas écrire d'ouvrages ni d'articles sur des pays où je ne suis pas allé. Donc, je consacre un certain nombre de mes finances à voyager et à découvrir un certain nombre de pays dont j'ai rêvé au cours de ma vie, notamment par exemple les États-Unis quand j'étais enfant, et c'était un rêve absolu, et je l'ai réalisé puisque j'y suis allé pas moins de 13 fois, particulièrement dans l'Ouest américain et dans les États du Sud, ces chers États confédérés qui me sont très chers et dont on veut absolument bannir les emblèmes historiques. Alors, l'île d'Aphrodite, mon cher ami, l'île d'Aphrodite, écoutez, Chypre, c'est plus ou moins grand comme la Corse, à quelque chose près. Sa particularité, c'est qu'elle a été, comme beaucoup d'îles, évidemment, victime de l'histoire. Alors, aujourd'hui, elle est partagée en deux États, l'un légitime, l'autre illégitime, reconnu par la seule Turquie. Alors, il y a une chose quand même qui devrait nous intéresser, nous autres Français, c'est que dans cette île, au moment où les royaumes croisés, si vous voulez, tombaient les uns après les autres, eh bien, il y a eu une survivance franque à Chypre, grâce plutôt à la famille des Lusignans, une famille de noblesse poitevine qui, par un curieux hasard, a hérité de cette couronne. Alors, en 1186, Guy de Lusignan était roi de Jérusalem. En 1192, il fut détrôné et à titre, je dirais, de compensation, on lui donna la couronne de Chypre et il s'installa, mais bon, il n'a pas régné longtemps, il a régné 2 ans. Alors, cette féodalité franque, elle a duré quand même jusqu'en 1489 pour devenir une possession vénitienne, puisque la veuve du dernier roi était d'origine italienne, enfin l'Italie n'existait pas à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste encore quelques belles races de cette présence, disons, française, entre guillemets, plutôt franque. Il reste par exemple la magnifique abbaye de style gothique de Bella Païs et la forteresse de Saint-Hilarion qui domine le port de Kyrenia, tout au nord de l'île, le petit Saint-Tropez turc de Chypre.
Et puis, pour son malheur, en 1571, eh bien, l'île passe des mains vénitiennes à celle des Turcs. Alors là, c'est plus la même chanson. Pendant plusieurs siècles, donc, l'Empire ottoman va régner, j'accélère, et puis, en fin de compte, eh bien, Rule Britannia va imposer sa loi, puisque l'île passe aux mains des Anglais. Alors, à l'époque, il faut le dire, fin du 19e, début du 20e siècle, l'Empire ottoman, l'Empire turc, c'était l'homme malade de l'Europe, et évidemment, cet empire allait perdre les uns après les autres tous ses lambeaux. Alors, évidemment, sous la férule britannique, cette île qui était peuplée essentiellement de Grecs, avec quand même une minorité importante de Turcs, puisque les Ottomans, nous l'avons vu, y avaient régné pendant plusieurs siècles, eh bien, les Grecs se réveillent, puisque la Grèce s'est unifiée. On connaît, n'est-ce pas, la magnifique geste de l'indépendance grecque contre les Turcs, bien sûr, Lord Byron, etc. Eh bien, ces velléités d'autonomie et d'indépendance n'étaient pas satisfaites par les Britanniques. Or, le rêve des Chypriotes grecs, c'était l'énosis, à savoir le rattachement à la mère patrie, qui avait son pendant chez les Turcs, qui était le Taksim. Et puis, bon, évidemment, les relations se sont envenimées. L'homme qui a incarné le courant indépendantiste, c'était Monseigneur Makarios, parce que l'église orthodoxe autocéphale de Chypre, c'est quelque chose. C'est autour de ça que les Grecs de Chypre se rassemblaient. Et puis, ils ont fondé, si vous voulez, une sorte d'OAS locale, bien avant l'âge, qui s'appelait l'EOKA, qui était dirigée clandestinement par un colonel grec, qui devint d'ailleurs le général Grivas, futur chef de la garde nationale chypriote, entre parenthèses, qui n'était pas en bon terme avec Monseigneur Makarios. Alors les Anglais ont déporté Makarios aux Seychelles. Il y a effectivement pire comme exil, mais les relations s'envenimant avec la couronne britannique et avec la communauté turque, le gouverneur général a essayé de jouer les communautés les unes contre les autres, un grand classique, divisé pour régner. Et puis tout ça évidemment, ça macère, et puis ça fait un ulcère, ça fait un cancer, et en fin de compte, les partenaires concernés, les Anglais, les Turcs et les Grecs, se réunissent à Zurich pour décider d'une solution finale, et cette solution, c'est une solution un peu bâtarde. On crée un État indépendant qui ne sera rattaché ni à l'une ni à l'autre des deux mères patries, et on répartit les pouvoirs proportionnellement à l'importance des communautés. Alors il faut dire tout de suite que après l'indépendance proclamée le 15 août 1960, eh bien écoutez, ça ne marche pas, ça va pas durer longtemps. La police est composée, comme l'armée d'ailleurs, aux 2 tiers de Grecs à 1 tiers de Turcs. Le Parlement, c'est pareil, les ministres, c'est pareil. Et il faut savoir que le vice-président obligatoirement turc a un droit de veto. Et donc, toutes les décisions financières de Makarios sont bloquées par son vice-président turc. Parce que quel est le rôle de Makarios à ce moment? Donc, il est revenu de son séjour aux Seychelles. Oui, Makarios, c'est quelqu'un extrêmement populaire. Il a été accueilli par une foule innombrable à Athènes et à Nicosie. Pensez, une île qui à l'époque avait 500 000 habitants, il y avait presque un chypriote grec sur 2 qui était dans la rue pour l'accueillir. Donc les Anglais avaient compris, la messe était dite, si je puis dire, c'est l'homme fort. Donc il a été élu d'ailleurs président de la République de Chypre. Donc il abandonne, lui, l'idée de rattachement, et il se rapproche de gens plutôt neutralistes comme le courant de Nasser ou de Sukarno en Indonésie, voyez-vous. Donc il ne plaît pas aux Occidentaux, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, bien que la Grèce et la Turquie fassent partie de l'OTAN, Chypre n'en fera jamais partie. Et puis, évidemment, désaccord des communautés, on débouche sur des affrontements, et à la Noël 1963, premiers affrontements vraiment sanglants. C'était pas les premiers, parce qu'il y avait déjà eu des attentats des communautés les unes contre les autres. C'est le premier débarquement de casques bleus, et ça ne cessera pas jusqu'à un autre débarquement, lui beaucoup plus, radical, le débarquement des militaires turcs après le coup d'État organisé par les colonels grecs le 15 juillet 1974. Alors, les colonels grecs étaient en fin de parcours, ils avaient pris le pouvoir à Athènes en 1967-68, et ces derniers, je pense, comme les généraux argentins plus tard, en avril 1982, qui cherchèrent une issue par une guerre
guerre insensée aux Malouines, eh bien les colonels grecs cherchèrent une issue à leur échec économique, une fuite en avant en quelque sorte pour masquer leurs échecs. Eh bien ils débarquèrent Makarios qui s'enfuit dans un hélicoptère, c'est très rocambolesque, et qui s'est réfugié sur une base britannique, celle d'Akrotiri, qui est une base de souveraineté britannique. Et puis il y a un homme de paille, Nikos Sampson, qui a pris le gouvernement à Nicosie pour le compte d'Athènes. Évidemment, ça n'a pas plu aux Turcs qui ont immédiatement réagi en faisant débarquer 30 000 soldats à Kyrenia, sur la côte nord de l'île, qui aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une charmante station balnéaire avec des petits cafés. Effectivement, ça fait penser à Byblos au Liban ou à Saint-Trope chez nous. Évidemment, la soldatesque turque va nettoyer la pauvre garde nationale chypriote grecque. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un petit peu de l'ambiance à Athènes juste ce jour-là? Oui, s'il vous plaît. Alors écoutez, il se fait que par hasard, j'étais à Athènes au moment où l'armée turque débarquait à Chypre. Tous les musées étaient fermés, les gens se regroupaient dans la rue autour des transistors, les titres des journaux étaient énormes, mais comme je ne lisais pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs le grec, je restais un petit peu sur ma faim. Mais enfin bon, j'étais un petit peu en éveil, car mon petit doigt me disait que quelque chose de totalement anormal se déroulait, d'autant qu'en regardant la télévision, je voyais des images fixes diffusées de tanks, d'avions, de bateaux de guerre, le tout sur des aires militaires. Alors là, évidemment, je pensais qu'il se passait quelque chose de grave, d'autant que les Evzones qui montent traditionnellement la garde au monument aux morts, vous savez, devant le Parlement, sur la grande place, là, avaient troqué leur jupette pour un treillis et la baïonnette était mise au canon. Et de nombreux jeunes hommes qui avaient un baluchon à la main faisaient ici ou là du stop. Alors, chose bizarre en temps normal, des transports de troupes blindés du type M111, M113 américain empruntaient les routes. Et puis le soir, mon logeur me grondait parce que je n'avais pas tiré les rideaux de ma chambre. Alors j'ai immédiatement pensé, c'était une psychose au bombardement aérien. Alors j'ai été m'informer au consulat général de France, et alors là j'ai vu des Français, des touristes qui étaient en proie à une peur panique, qui ne savaient pas comment quitter le pays. Les uns parlaient de repartir par la Yougoslavie, un grec me disait boum boum turc grec, enfin bref, tout ça n'était pas très sérieux. Alors à Corinthe, j'avais pris ma voiture, je vais à Corinthe, le port qui n'est pas loin, où débarquait le car ferry venant d'Ancône en Italie. Eh bien il voulait débarquer des touristes italiens, mon cher ami, mais ces touristes italiens se cramponnaient aux rambardes, ils voulaient pas quitter le bord, tandis qu'à terre, d'autres touristes entassés sur les quais avec leur voiture voulaient eux y monter pour fuir la Grèce. Ambiance, voyez-vous. Alors à Chypre, même parce qu'il n'y a pas eu de combat aux frontières gréco-turques, c'est à Chypre même des combats très lourds opposaient la garde nationale aux éléments turcs qui avaient débarqué. Et il y a eu un drame épouvantable sur l'aéroport de Nicosie, un bimoteur de fabrication française de type Nord-Atlas, vous savez, ces avions de transport qui ont fait la guerre d'Algérie, eh bien lui il portait les cocardes grecques, eh bien il a été touché par la DCA turque lorsqu'il était en approche, et eh bien malheureusement il achevait de se consumer sur les pistes de l'aéroport avec ses 30 ou 40 malheureux paras à bord. D'ailleurs, on peut voir toujours dans la périphérie de Nicosie où reposent leurs dépouilles dans un cimetière militaire qui est pavoisé aux couleurs bleu et blanc du drapeau grec. Mais jamais à l'époque, Turcs et Grecs ne se sont affrontés directement sur leurs frontières continentales. Alors, d'ailleurs, je pense que l'OTAN ne leur aurait pas permis longtemps. Comme vous le savez, les Américains détenaient à l'époque les clés militaires des deux protagonistes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, la bagarre avait eu lieu uniquement à Chypre. De sévères combats, je vous l'ai dit, mais compte tenu du rapport des forces, c'était objectivement plié pour les Chypriotes grecs, qui étaient inférieurs en armement, inférieurs en effectifs. Les Turcs, je l'ai dit, avaient débarqué près de 30 000 soldats avec, excusez du peu, des chars lourds Patton de type M47, M48, alors que la pauvre garde nationale chypriote, qui était renforcée quand même par un bataillon grec, n'en comptait qu'à peine la moitié et n'avait pas d'armement lourd. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez,
peur, panique, évidemment. C'est mai-juin 40, c'est l'exode. Presque 200 000 civils, vous vous rendez compte, 200 000 civils grecs, quasiment, pas tout à fait la moitié de la population grecque de l'île, mais 200 000 Grecs venus du nord de l'île fuyaient vers le sud pour s'y réfugier, tandis que, évidemment, du sud partaient symétriquement 40 à 50 000 Turcs pour aller dans la zone contrôlée par l'armée turque au nord de l'île. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, l'ex-quartier grec de la ville de Famagoust, qui est en territoire turc, enfin, qui fait partie de la République turque de Chypre du Nord, est une ville morte. Seuls les troupiers de l'ONU et des chats y patrouillent au milieu d'herbes folles, d'immeubles en ruine et de carcasses rouillées. Dans certaines cuisines, il y a encore des cafetières qui attendent de pouvoir chauffer. Alors, vous voyez, le triste spectacle, ça fait près de plus de 40 ans, et rien n'est encore réglé. Alors, la partie turque s'est dotée d'institutions, elle a proclamé la République turque de Chypre du Nord, dirigée d'abord par le docteur Fazil Kouchouk, qui était francophone et francophile, et puis après par un aventurier politique qui s'appelait Raouf Denktash, pays non reconnu sauf par la Turquie et je crois un ou deux autres pays musulmans qui sont sous son influence. Alors Chypre a évolué évidemment, la partition a duré, elle s'est solidifiée, il y avait une zone intermédiaire patrouillée par des soldats de l'ONU, une zone étanche empêchant tout contact entre les deux États. Mais tout ça s'est assoupli. Sous les auspices du secrétaire général de l'ONU, le Kenyan Kofi Annan, en avril 2004, un référendum a eu lieu pour proposer la réunification des deux parties sur la base d'un État fédéral, à savoir deux communautés, deux zones territoriales avec un pouvoir au sommet qui s'occuperait de la monnaie, de la défense et de la diplomatie. Mais les Turcs, vous allez voir, ont voté oui à 65%. En revanche, les Grecs, eux, ont refusé la réunification à 75%. Échec. Pourquoi? Eh bien, écoutez, les Turcs, et là peut-être que nous en parlerons pour la Turquie continentale, les Turcs ont les yeux de Chimène pour l'Union européenne. Et comme Chypre avait adhéré à l'UE, évidemment, en se disant, nous, si on bénéficie de la réunification, nous serons des membres de l'Union européenne et nous pourrons aller dans tous les autres pays de l'Europe. Alors, faut dire que le sort des Turcs de Chypre, il s'est pas tellement amélioré. D'abord, la Turquie continentale a importé près de 100 000 paysans anatoliens, il a fallu leur faire de la place. Et en mars 2011, pour la première fois, des Chypriotes turcs ont manifesté contre la Turquie, parce qu'on dit que le gouverneur de la Turquie, c'est pas le président de la République turque de Chypre du Nord, mais que c'est l'ambassadeur. Et là, ils ont manifesté avec un slogan quand même exceptionnel, Ankara lâche-nous. Or, pourtant, la Turquie, si vous voulez, boucle le budget de la RTCN et fournit l'essentiel de l'eau par un énorme, si vous voulez, tuyau qui relie le continent à l'île, un tuyau sous-marin qui fait une cinquantaine de kilomètres de long. Alors aujourd'hui, je vous le disais, et peut-être que vous allez souhaiter me poser d'autres questions, cher ami, aujourd'hui, évidemment, les relations se sont apaisées, la ligne de démarcation ne ressemble plus à ce que j'avais vu la toute première fois où j'y étais allé, avec des murs criblés, avec des bidons rouillés, des barbelés, des soldats ayant le doigt sur la queue de détente de part et d'autre. Là, ça s'est beaucoup apaisé, ça s'est même pacifié. Il y a 8 points de passage sur la totalité est-ouest de la ligne verte, cette frontière qui n'en est pas une juridiquement, et il y a 2 points de passage à Nicosie, et on peut aller plusieurs fois, comme on veut, autant de fois que l'on veut, dans les 2 parties de Nicosie, dans les 2 parties de l'île. Il suffit de présenter aux 2 checkpoints, l'un grec, l'autre turc, son passeport, sa carte d'identité. De temps en temps, il y a un béret bleu qui patrouille ici ou là, mais bon, cette zone démilitarisée qui sépare les 2 États n'est visitée essentiellement que par les chats. Voilà ce que je pouvais dire rapidement de cette situation géopolitique de l'île. Merci beaucoup, merci Jean-Claude Rollinat pour cette présentation historique tout à fait intéressante. C'est un bel exercice de synthèse
Évidemment, tout cela est davantage développé dans votre livre. Oui, j'espère que les lecteurs y trouveront évidemment matière à réfléchir et à s'intéresser, et à s'amuser et à s'enrichir. Oui. Et avant de revenir sur la situation géopolitique locale, est-ce que vous pourriez nous donner, nous faire partager un petit peu votre séjour là-bas, dans l'île de Chypre, ce que vous avez vu, ce qui vous a marqué notamment? Oui, alors bon, disons que la partie grecque est intéressante. C'est probablement la partie balnéaire la plus chouette, si vous me passez l'expression. C'est la Grèce, disons-le. Sur un plan archéologique et médiéval, c'est plutôt la zone nord où on retrouvera des traces prégnantes des Lusignans. Mais la République de Chypre, c'est le paysage du Liban un peu, c'est un paysage d'Israël, c'est un peu les paysages de la Provence. Il y a une très belle forêt méditerranéenne. Il y a le mont Troodos, là où d'ailleurs est enterré le président Makarios, où viennent pique-niquer les Grecs le dimanche. Et puis il y a ces messes orthodoxes, évidemment, ces processions, etc., qui ne manquent pas d'allure. Alors, je vais vous parler plutôt brièvement de la République turque de Chypre du Nord, où l'islam RTCN. Oui. Pardon ? RTCN en abrégé. Oui, tout à fait, on va dire la RTCN en français. L'islam ne semble, parce que en turc je n'arriverai pas à le prononcer. L'islam ne semble pas, si vous voulez, cher ami, avoir imprimé une image trop forte. Il y a encore quelques monastères et églises orthodoxes qui survivent en zone turque et qui n'ont pas été abîmés, ou en tout cas qui ont été restaurés. Et il y a même, chose curieuse, dans l'extrême pointe orientale de l'île, quand on regarde cette carte, on dirait que Chypre, c'est un espadon. Eh bien, dans cette pointe orientale de l'île, il y a un village mixte, effectivement, où Grecs et Turcs vivent côte à côte, et il y a une mosquée, une église byzantine qui cohabitent. Alors, en RTCN, je vous le dis tout de suite, on boit de l'alcool, on joue dans les casinos, et l'appel à la prière n'est pas trop lancinant. Et moi, j'ai vu des jeunes filles en jean qui côtoient leurs copines qui sont revêtues de l'abaya, lesquelles ont leur portable collé à l'oreille. Alors, quel contraste, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas non plus ce qu'on appellerait là-bas en RTCN business is business, faut bien y penser. Ce qu'on appellerait chez nous des magasins d'usine, eh bien écoutez, là-bas il y a l'équivalent un petit peu où toutes les camelotes du coin, écoutez, cherchent à être vendues, des bonnes et des moins bonnes, des bijoux, des articles en cuir, des manteaux, etc. à des prix, il faut bien le dire, assez intéressants. Alors, ce qui peut choquer et interpeller à la fois, écoutez, moi je vais vous le dire, comme dirait l'autre, ce sont les deux cathédrales de style rémois, deux petits bijoux, à Nicosie Nord, on dirait la cathédrale de Reims en miniature, à Nicosie Nord et à Famaguste, dont les tours, si vous voulez, sont surmontées d'un tout petit minaret discret, mais minaret quand même. On dirait un ridicule jeu de construction qui a couronné ces merveilleuses façades gothiques qui datent quand même des Lusignans, 13e et 14e siècle. Alors, là, il faut être honnête, les Turcs, évidemment, comme ils l'ont fait, ils l'avaient fait à Sainte-Sophie, et ils pensent le refaire encore à Sainte-Sophie, ils les ont convertis tout simplement en mosquées. Alors, les autorités locales de la RTCN font tout pour attirer le touriste occidental, parce qu'il est porteur de devises. Là, en ce moment, effectivement, avec le coronavirus, c'est bloqué, c'est gelé. Des Britanniques téméraires ont même acheté des villas, il faut bien le dire, avec des vues et des prix totalement imbattables. Mais alors là, à leur place, attention, car juridiquement, en cas de réunification, je pense qu'elle aura lieu un jour, eh bien les terrains seraient restitués à leurs propriétaires grecs. À noter tout de même un signe d'une relative laïcité qui ne doit pas plaire tout à fait à M. Erdogan. Il y a une superbe statue équestre, mon cher ami, de Mustafa Kemal lui-même qui trône dans la capitale de la RTCN. Et il faut savoir que le Premier ministre de cette dernière appartient au parti républicain, le pendant chypriote du CHP turc, qui est laïque et qui est l'héritier du kémalisme. Alors bon, je vous dirais bien que le président de la partie grecque, c'est monsieur Nikos Anastasiades, et qu'il est plutôt conservateur. Et je l'évoquais à l'instant, le Premier ministre de la RTCN, c'est un certain Tufan Eruman, qui lui appartient au parti républicain, on va dire de centre droit, mais kémaliste. Voilà, bon, en deux mots, ce que je peux dire de la RTCN.
Très bien, écoutez, c'est tout à fait intéressant. Ça va nous permettre aussi de faire la jonction maintenant avec la Turquie elle-même. Vous nous dites que le président de la RTCN est de tendance kémaliste. Alors ça peut étonner puisque cet État, plus ou moins fantoche, est très lié à la Turquie. Mais en Turquie, donc, le président Erdogan, alors moi je prononce à la française, chacun fera comme il veut. Oui. Vous avez noté que ces temps-ci, les journalistes commencent à prononcer à la turque, Erdogan. Bon, Oui, un peu on ridicule. mange le G. Oui, mais enfin bon, quelle idée de se mettre à essayer de parler les langues étrangères en France, quoi. Bon, alors moi je vais dire Erdogan. Erdogan, lui, Je vais vous faire plaisir, je dirais Erdogan. Oh, mais vous ne vous sentez pas obligé. Bon, j'apprécie. Erdogan, lui, a rompu dans une certaine mesure avec l'héritage de Mustafa Kemal et notamment avec son laïcisme. Et Erdogan a des menées quasi impérialistes, on peut le dire, sur le pourtour méditerranéen. Et dont Chypre, évidemment, est une partie cruciale, puisque l'île qui est située dans l'est de la Méditerranée est un carrefour, et donc elle est au centre d'enjeux non seulement ethniques, mais aussi militaires, géopolitiques, civilisationnels et économiques, des enjeux d'importance. Alors, oui, je vous en prie. Dans votre livre, là nous n'aurons pas le temps de revenir dessus malheureusement beaucoup, en tout cas en détail, mais vous brossez quand même aussi un tableau historique de la Turquie et notamment de ces dernières décennies avec l'évolution de la politique intérieure et extérieure turque sous la férule du parti islamiste AKP dirigé par Erdogan. Vous en brossez un portrait assez détaillé, assez intéressant. Et donc ça nous mène à l'actualité puisque la Turquie fait de plus en plus parler d'elle dans le monde méditerranéen et même jusqu'en France. On va y venir. Alors là, le frère Thierry ainsi qu'Olivier Piacentini qui sont avec moi dans le studio se sentiront peut-être plus autorisés à intervenir. N'hésitez pas évidemment, messieurs. Alors, Olivier Piacentini, je vous passe un petit peu la parole. Comment voyez-vous la situation de la Turquie et son rôle présentement dans le monde méditerranéen et même au-delà? Eh bien, je pense que la Turquie, depuis le début, j'ai toujours dit que la Turquie était un pays qui est devenu, sous la férule de Erdogan et de l'AKP, un pays islamiste, et donc forcément avec une visée impérialiste au niveau de la religion et au niveau de l'influence de ce pays. Et il y a les deux qui transparaissent dans le discours de Erdogan, qui se sert de l'islam comme, si vous voulez, de ce qui va soutenir la restauration de l'Empire ottoman. Les deux transparaissent dans son discours, et d'ailleurs il a appelé les migrants turcs en Europe à ne pas s'assimiler, à conserver leur religion et à surtout ne pas s'assimiler, ce serait une trahison. C'est lui-même qui l'a dit lors du discours. L'identité turque, qui est quand même assez forte, il faut le dire. Qui est très forte. Ouais. Bon. Pour reconstituer l'Empire ottoman, aujourd'hui, depuis quelques mois, Erdogan se sent les mains libres parce qu'il y a un affaiblissement de tous ses concurrents dans la zone. C'est-à-dire que si vous prenez le Moyen-Orient, nous avons l'Arabie Saoudite qui est empêtrée dans une guerre avec le Yémen et qui n'en sort pas grandi. Donc voilà une puissance qui est affaiblie. L'autre grande puissance de la zone, c'est l'Iran qui subit donc des sanctions dans les tensions avec l'Amérique à propos donc du nucléaire. Donc, sorti de la guerre de Syrie, où la Syrie elle-même est bien entendu très affaiblie, il s'est cru en mesure d'attaquer le nord de la Syrie, dans la zone frontalière, pour repousser les Kurdes qui, selon lui, sont vraiment son adversaire principal. Et le seul qui a pu s'opposer à ça, finalement, c'est Poutine. Alors, qu'est-ce qui fait que Erdogan se sent si sûr de lui ? C'est tout simplement qu'il y a une grande ambiguïté au sein de l'Occident. L'Occident ne le voit pas comme son ennemi principal, parce que l'ennemi principal, je dirais, du lobby américain, de l'État profond américain, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas l'islamisme, c'est Poutine. Et c'est la Russie. Et l'Iran. Et l'Iran, mais l'Iran également, oui, bien sûr, il y a l'opposition traditionnelle, et puis le fait aussi que ces deux pays sont alliés. Donc la Turquie, c'est un allié naturel dans l'esprit des Américains, et donc de l'OTAN, parce que c'est eux qui donnent le là. Et à cause de cela, eh bien, nous, les Européens, qui sommes en première ligne face à cet expansionnisme turc,
eh bien, nous subissons tout un tas d'inconvénients et même de catastrophes. Par exemple, au mois de mars, quand Erdogan a vu qu'il commençait à être repoussé par les armées de Poutine, et ne se sentant pas soutenu par l'OTAN et par les Occidentaux, mais il a lâché les migrants, les réfugiés que l'Union européenne lui a confiés, moyennant finance, il les a lâchés en masse sur la Grèce. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu le coronavirus. Mais s'il n'y avait pas eu le coronavirus, ça aurait continué. Ah oui, enfin, non, il les a lâchés, mais il les a même poussés, quoi. Il les a poussés, oui. Quand je vous dis lâchés, c'est il les a lâchés comme une meute de chiens. L'État turc a affrété des cars pour amener ces migrants syriens à la frontière. Et comme la Grèce s'y opposait dans une certaine mesure, la Turquie a même déployé, c'était au mois de mars, 1000 policiers des forces spéciales pour empêcher que ces migrants soient refoulés par la Grèce. Tout à fait. Voilà. Il y a eu comme un acte de... Il y a quand même une tension très forte. Très forte. Qui est apparue. Et comme vous le dites, tout ça a été un peu éclipsé et refroidi par la crise du coronavirus. Et Athènes n'a bénéficié d'aucun soutien ni de l'OTAN ni de l'Union européenne. Oui. Athènes a été livré à cet acte de guerre, pratiquement, toute seule, et elle a été soutenue, je crois, par l'Autriche et la Hongrie qui ont envoyé quelques troupes, la Pologne aussi, me semble. Bien. Affaiblissement de l'Occident, deuxième terrain où l'Occident est véritablement très faible, c'est la Libye. La Libye où le président Sarraj, qui est lui aussi islamiste, qui est soutenu en tout cas par tous les terroristes, les trafiquants, les brigands, etc., se retrouvait acculé de plus en plus par la rébellion du général Haftar, qui, elle, est soutenue par l'Égypte et la Russie. Et on a laissé Erdogan reprendre la main là-bas, sauver Sarraj d'une déroute très probable, en envoyant 7000 miliciens, probablement des anciens djihadistes, venus de Syrie pour sauver donc Sarraj et retrouver, si vous voulez, une influence turque en Libye. La Libye qui était une ancienne colonie, enfin une ancienne partie de l'Empire ottoman. Les Ottomans en avaient été chassés par les Italiens d'ailleurs, je crois au début du XXe siècle. Ce qui fait que si Erdogan prend la main en Libye, il contrôlerait les deux passages principaux des migrants en Méditerranée, et même il aurait les migrants sous la main, côté grec et côté libyen avec la proximité des côtes italiennes. Il aurait à la fois la route d'accès et les migrants sous la main des deux côtés. Mais vous vous rendez compte ? Et personne ne dit rien, personne ne fait rien parce que... Ah oui, ça lui donnera un pouvoir sur... Voilà. Terrible. Terrible. Il en use déjà beaucoup de menaces par les migrants. Il a déjà menacé plusieurs fois, notamment pour réclamer plusieurs milliards supplémentaires d'aide de l'Union européenne. Oui. Il a brandi la menace de lâcher davantage de migrants. Frère Thierry. Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'avant ces faits que vous venez d'évoquer, Erdogan a donné la nationalité turque à tous les turcophones. Donc c'est une véritable menace pour l'Europe et pour certaines zones qui appartiennent à la Russie. D'ailleurs, les menées d'Erdogan dans ces pays sont très claires. Il cherche à déstabiliser. Ah ben c'est clair, et à profiter de l'affaiblissement à la fois donc des principales puissances régionales, Arabie Saoudite, Iran, et à l'affaiblissement de l'Occident. Et ce qui nous sauve dans la région, c'est que Poutine aujourd'hui est l'homme fort. Poutine aujourd'hui est l'homme fort du Moyen-Orient. Et c'est grâce à cette présence de Poutine que la Turquie est contenue, parce que sinon, nous aurions véritablement, elle prendrait la main au Moyen-Orient et elle nous causerait énormément de tort, à tous les niveaux. Erdogan s'apprête à transformer Sainte-Sophie en mosquée. Attendez, ça c'est autre chose, on va y venir, Thierry. Pour oui, mais sur la c'est Syrie symbolique. Et Poutine. Mais bien sûr. Je vous rappelle, Olivier Piacentini, qu'en 2015, la Turquie a abattu un avion de chasse russe. Oui, tout à fait. Un acte de guerre grave. Mais il n'y a pas eu tellement de réactions. Non, puisque de toute façon, encore une fois, entre la Turquie... On s'attendait à quasiment une guerre ouverte, et puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Bah oui, mais vous savez bien que les États-Unis, entre la Turquie et la Russie, vont toujours choisir la Turquie, vous voyez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, regardez, dans l'affaire libyenne, les navires français ont été agressés par les navires turcs au large de la Libye. Qui vient au secours de la France ? Personne. Alors Macron, c'est gauzy, il n'a pas l'air content, il a raison de ne pas être content. Mais personne ne vient au secours de la France, que ce soit la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne. Il ne faut pas oublier aussi que la Turquie est un allié traditionnel de l'Allemagne.
Ils ont passé tout le XXe siècle la main dans la main, si vous voulez, que ce soit pendant la guerre de 14, etc. Et véritablement, là maintenant, aussi, c'est plus que la main dans la main, parce qu'il y a une telle présence turque en Allemagne. Oui, que voilà, ça il y a l'immigration turque. un lobby. Mais... Il y a très longtemps, les Allemands, du moins les conseillers militaires, étaient complices des Turcs dans le massacre des Arméniens. Ah bah oui, mais bien sûr. Et je vous signale que même pendant la guerre en Syrie, les Turcs ont très souvent prêté main forte à Daesh, alors qu'il y avait quand même les troupes de Poutine et les troupes occidentales en face. Donc ils ont joué contre l'OTAN qui était quand même impliquée, et très souvent avec un soutien logistique de l'Allemagne même, qui jouait vraiment un double jeu très étrange. Vous voyez, donc tout ça est quand même assez alambiqué, et c'est bien dommage de voir que dans la lutte contre le terrorisme, qui devrait vraiment en priorité occuper les chancelleries occidentales, eh bien, on préfère quand même, malgré tout... le terrorisme est souvent utilisé par les États au service de plans un peu alambiqués, comme vous disiez. Il y a bien des politiciens français qui disaient que l'Europe n'était pas un club chrétien. Donc il fallait intégrer la Turquie. Mais frère Thierry, vous savez que la fameuse mention... qui devait figurer en préambule de la Constitution, qui a été repoussée, mais bon, qui prévoyait de parler du christianisme comme de la racine principale de l'Europe, a été rejetée entre autres par Chirac, parce que lui militait de façon carrément pour la Turquie dans l'Europe. Donc il fallait tout faire pour ménager sa place dans à la Turquie. Européenne, on était prêt à brader le christianisme pour avoir la Turquie. Vous voyez. Alors, je reprends brièvement la parole pour que les auditeurs prennent bien la mesure de la vision des choses d'Erdogan, le nouveau sultan en quelque sorte. Bien sûr. Il déclarait en 2013 que des parties de la Macédoine, de la Bulgarie et de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la Thrace orientale, étaient, je cite, en vérité des territoires turcs. Voilà son état d'esprit. Pour lui, ce sont des territoires turcs. Donc à terme, il faudra bien que ça revienne à la Turquie. C'est l'Empire ottoman qu'il veut recréer. Je voudrais repasser un petit peu la parole, messieurs, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, à Jean-Claude Rollina. Voilà. Que vous inspire cette petite discussion sur l'actualité? Oui, j'ai suivi avec gourmandise ce qui a été dit. Je voudrais ajouter quelque chose. Il a été dit tout à l'heure par l'un de nos amis que Erdogan lui incitait ses concitoyens à garder leur identité lorsqu'ils sont immigrés dans les pays européens. Oui, il a incité ses compatriotes à garder leur identité et à garder aussi leur nationalité. Mais il les a également incités à devenir citoyens des pays où ils vivent pour pouvoir voter. Voilà une autre pince supplémentaire pour faire pression sur nous, comme il a été admirablement dit, ces deux pinces de ce crabe infect, la pince grecque et la pince libyenne. Et puis, n'oublions pas une chose quand même, c'est que Erdogan a dit les dômes des mosquées sont nos casques, les fidèles sont nos soldats, les minarets sont nos baïonnettes. Bon, eh ben ça c'est un slogan, ça veut tout dire. Alors moi je ne comprends pas que l'Europe, dans le même temps, n'est-ce pas, s'échine à trouver chapitre après chapitre, paragraphe après paragraphe, difficilement des raisons d'intégrer ce pays à l'Union européenne, alors que ce pays exerce un chantage infect avec entre guillemets, les réfugiés, les migrants. Moi, personnellement, j'ai recensé, vous le savez, mon cher ami, dans le livre, 20 bonnes raisons de dire non à la Turquie dans l'Europe. Et oui, vous avez évoqué, dans l'Union européenne, plus précisément, dans l'Union européenne. À mon avis, nous devons nous garder de ne pas propager la confusion que certains veulent faire entre l'Europe, civilisation et continent, et l'Union européenne, construction politique ou politicienne. Le territoire turc, c'est 1 ou 2% de sa partie européenne, c'est dérisoire. Bon, et cette population est essentiellement musulmane, donc elle n'a rien à voir avec la civilisation occidentale. Bon, donc, et puis c'est l'ennemi, disons-le, n'est-ce pas, c'est l'ennemi au cours des siècles, rappelez-vous, 1453, c'est la chute de Byzance. 1571, je vais pas jouer au prof d'histoire, mais c'est la bataille de Lépante. Et puis c'est 1529 et 1683, c'est le siège de Vienne, n'est-ce pas? Et écoutez, j'ai l'impression que nos politiciens sont exactement dans l'état d'esprit du Sénat de Byzance qui discutait du sexe des anges alors que les Turcs campaient au mur de Constantinople. Voilà, on en est là. Alors moi, je pense que ça a été
été tout à l'heure soulevé, il y a eu un incident russo-turc, puisqu'il y a un avion russe qui a été abattu. Il y a eu aussi un incident avec nos frégates, puisque les frégates françaises voulaient intercepter un bateau tanzanien qui apportait des armes au gouvernement de Sarraj. Et là, il y a une frégate turque qui s'y est interposée. Bon, on a failli se friter avec les Turcs, mais enfin, ça n'a pas été trop loin. Mais enfin, c'est une première quand même. Bon, et comme vous l'avez dit, Macron, bon, a mollement réagi, mais enfin, bon, il a réagi, c'est déjà un bon point. Ce qu'il faudrait, c'est que les pays européens prennent la mesure et attention, avertissent les pays de la péninsule des Balkans des risques qu'il y a de l'impérialisme turc, parce que quand même l'Albanie et le Kosovo, bon, même s'il y a une minorité chrétienne, ce sont des pays essentiellement musulmans. La Bosnie-Herzégovine, la partie qui n'est pas ni serbe ni croate, elle est musulmane. Bon, il y a des poches, même dans le Sandjak serbe, c'est musulman. Bon, il y a quand même, et puis en trace bulgare ou en trace grecque, vous avez une importante minorité turcophone. Bon, tous ne sont pas pour Erdogan, hein, quand même. Il faut le souligner. Il y a une partie, je sais plus lequel, en Grèce ou en Bulgarie, je ne sais plus lequel, qui est assez hostile. Comme en Chypre, d'ailleurs, la République turque de Chypre du Nord, il y a quand même une résistance à la mère patrie turque parce que ils ont envie, ils voient bien ce qui se passe en Turquie, n'est-ce pas? Après le coup d'État du 16, comment dirais-je, dans la nuit du 15 au 16 juillet. Oui, la tentative. 2016, tentative de coup d'État qui, j'allais dire, malheureusement a échoué. Et eh bien, là, ça a été, alors évidemment, arrestation massive d'officiers, d'enseignants, de journalistes, etc. C'est peur sur la ville là-bas, hein, tous les jours. Bon, alors il y a eu, et puis ce type, depuis plus d'une décennie, va de vol de victoire en victoire électorale avec son parti de la justice et du développement, dont le symbole est une ampoule, soit le petit génie là. Mais il y a eu quand même un stop. Hein, je veux pas dire que c'est rassurant, mais quand même les trois grosses métropoles du pays, à savoir Istanbul, Ankara et Izmir, ont échappé, leurs municipalités ont échappé à l'AKP lors des dernières élections municipales. Est-ce que c'est un premier reflux? Je ne sais pas. Et puis il y a quand même une autre épine que Chypre. Il y a l'affaire kurde, puisque le peuple kurde est une nation sans État, éparpillée sur l'Iran, sur l'Irak, sur la Syrie, sur la Turquie. Il y a juste un certain Kurdistan autonome en Irak qui vivote et qui donne l'impression d'être un semblant d'État. Évidemment, là, il y a des minorités kurdes extrêmement importantes en Turquie orientale qui vont et qui donneront toujours du fil à retordre à M. Erdogan. Le PKK, était peint de couleur rouge marxiste, en réalité marxiste peut-être à l'origine, mais aujourd'hui c'est un parti totalement identitaire et qui essaye de faire la jonction avec le PYD syrien. Bon, alors vous avez, l'un de nos amis a évoqué le rôle de la Russie qui est primordial dans la région, effectivement. Il y a quand même une interrogation, car il y a un jeu très ambigu entre Erdogan et Poutine. L'un et l'autre se jaugent, mais n'osent quand même pas s'affronter directement, c'est clair. Et il paraîtrait que les Russes ont sauvé la mise à Erdogan lors du putsch en l'avertissant in fine qu'il allait être coincé dans sa villa de résidence balnéaire. Bon, ça c'est un bruit de couloir insistant que je n'ai pas la possibilité de vérifier. Mais Oui, Olivier Pierre-Santini. Jean-Claude Rollina, oui, sur ce point qui est très intéressant. Vous savez, Vladimir Poutine est un brillant stratège, très fin. Et donc, de la même manière, si vous voulez, qu'il va contenir Erdogan, il ne va pas l'éliminer, il ne va pas le broyer, il va le maintenir en vie et même en état de nocivité pour l'Europe, si vous voulez. Vous voyez, Poutine, en fait, s'érige en juge de paix dans la zone, si vous voulez, dans tout le Moyen-Orient et toute cette zone frontalière entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, il n'a même pas intérêt à ce que Erdogan s'écroule. Il a intérêt à le maintenir en survie, si vous voulez, et à lui-même lui mettre la barrière quand il a envie de la lui mettre. Mais finalement, le fait que Erdogan pollue un peu la vie des Européens, ce n'est pas pour lui déplaire, puisque finalement, si vous voulez, c'est une épine dans le pied de l'OTAN, comme c'est un petit peu le sous-titre de votre livre. Hein, on pourrait le prolonger comme ça. Vous voyez, il y a une nouvelle zone
je voudrais en terminer par là. Il y a une nouvelle zone de tension en Méditerranée orientale, avec après la découverte d'énormes gisements de gaz naturel dans la région. Les appétits d'Ankara sont avivés. Alors, la Turquie conteste les zones économiques exclusives, c'est ma fameuse ZEE, qui ont été négociées dans cette région. Il faudra avoir une carte sous les yeux pour bien lire, qui ont été négociées entre Israël, l'Égypte, la Grèce et Chypre, chacun ayant sa part du camembert, si je puis dire, et le gouvernement de Nicosie, le seul qui est internationalement reconnu, lui a aussi sa zone. Alors le projet de gazoduc, il y a un projet de gazoduc qui s'appelle Poséidon entre la Grèce et l'Italie, et qui serait couplé avec un autre qui s'appelle EastMed, qui lui relierait Chypre et la Grèce, qui permettrait d'éviter évidemment le territoire turc. D'où le rôle supplémentaire de trouble fait que joue encore cet ancien empire ottoman d'Erdogan, qu'il aimerait bien voir sans doute reconstitué sous une nouvelle forme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les habitants des ex-républiques d'Asie soviétique peuvent obtenir la nationalité turque s'ils le veulent. Erdogan fait un petit peu comme ce que fait Viktor Orban avec les minorités magyares des pays voisins de la Hongrie. Mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, Chypre a conclu des accords de recherche et d'exploitation avec plusieurs sociétés, notamment l'américaine Noble Energy, un consortium italo-sud-coréen qui s'appelle ENI Caucas, et puis Total, le français, Cocorico, et puis encore un américain, ExxonMobil, et curieusement, qui est lié à Qatar Petroleum, qui est la propriété de l'émirat, lequel, lui, est dans le camp turc. Alors, vous voyez que c'est pas très simple quand même comme lecture. Alors, Ankara n'a pas hésité à envoyer des plateformes de forage dans les eaux chypriotes qui ne sont pas les siennes, même pas dans les eaux de la République turque de Chypre du Nord, carrément dans celle de la partie grecque. Et il a violé constamment avec ses gardes-côtes et ses avions, vous l'avez esquissé tout à l'heure, les espaces maritimes et aériens de la Grèce continentale, et aussi, bien sûr, les îles de la mer Égée, qui sont quand même un petit peu, plus ou moins imbriquées, il est vrai, entre ces deux pays. Alors tout cela a été condamné verbalement par les 27, mais lesquels continuent en sous-main à négocier encore et encore une hypothétique adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne, et comme vous l'avez dit, cher ami, non pas au sein de l'Europe. Quand même, ça serait une première si par malheur, mais je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, c'est pas le dessein, je pense, secret d'Erdogan. Vous l'avez merveilleusement évoqué, c'est le chantage. Comment pourrions-nous accueillir, et j'en terminerai là-dessus, comment pourrions-nous accueillir au sein d'une communauté européenne un pays membre de cette communauté dont les troupes occuperaient une partie du territoire d'un autre? Oui. Merci Jean-Claude Rollinat pour ce développement. Alors, il ne nous reste que très peu de temps pour conclure, 1 ou 2 minutes. Je voudrais en profiter pour glisser une petite information qui n'a pas été tellement répandue en France. C'était relayé notamment sur le site contreinfo.com. C'était en mai dernier, le 4 mai. Erdogan a tenu une réunion d'information sur le coronavirus, mais il a eu des propos, vous allez voir, qui n'ont pas de rapport direct, assez particuliers. Je le cite, « Nous ne permettrons pas à des rescapés de l'épée de mener des activités, sous-entendu terroristes, dans notre pays. Leur nombre a beaucoup diminué, mais il en existe toujours. » Donc c'est une rhétorique paranoïaque dont il est familier, mais surtout il faut noter que la formule « rescapé de l'épée » est une formule très péjorative qui désigne de façon assez inhumaine les survivants des grands massacres commis envers les minorités chrétiennes spécialement par les Turcs. Par les Turcs entre 1894 et 1924. Voilà. Donc, Erdogan ne nie pas ces massacres. Il le revendique. Non, il le revendique. Et il utilise une formule injurieuse envers ceux qui ont échappé à ces massacres, principalement de motivation antichrétienne. Voilà, qui donne un peu le ton et la mesure du personnage. Ce sont des propos non seulement scandaleux, mais aussi inquiétants de la part de cet individu conquérant et vindicatif. Voilà. Malheureusement, nous devons nous quitter, mais il faudra revenir pour parler de la situation. J'ai peur qu'il y ait encore des choses à dire prochainement sur cette partie du monde. Jean-Claude Rollinat, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre après une longue série d'autres livres très intéressants qui sont rappelés d'ailleurs en préambule. Un livre intitulé Chypre,
L'épine turque dans le talon européen, c'est paru aux éditions des Cimes, dans la collection Strabon, environ 250 pages, beaucoup de détails historiques, mais aussi géopolitiques, sur un ton, tout ça est donné sur un ton très vivant, voilà, je pense que nos auditeurs l'avaient un peu deviné. Il y a un cahier photo, et puis c'est au prix de 20 €, voilà, aux éditions des Cimes, Chypre. L'épine turque dans le talon européen. Voilà, nous devons nous quitter. Jean-Claude Rollinat, merci beaucoup de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Voilà, Olivier Piacentini, je vous remercie aussi. Merci à vous, Thibault. Voilà, c'était encore une fois un plaisir de vous recevoir. Nous allons devoir passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Je vais demander une petite coupure musicale.